Je suis Justine Morel, journaliste chez Egora, le site d'actualité des médecins et étudiants en médecine, et vous écoutez le Rapport du légiste, le podcast qui revient sur les grandes affaires médico-légales. Aujourd'hui, nous recevons la docteure Karine Dabadi. Médecin légiste depuis près de 16 ans, elle a notamment créé et dirigé de 2010 à 2016 l'Institut de médecine légale de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Son travail est marqué par son engagement contre les violences faites aux femmes et aux enfants, un engagement qu'elle décrit dans son livre Corps, 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 carnet d'une médecin légiste, coécrit avec Macha Seri et publié aux éditions Globe en avril 2025. Pour Egora, elle revient sur une affaire marquante de sa carrière, l'affaire de la maman égorgée. Novembre 2012. Dans les Antilles, cela fait plusieurs jours que Marjorie a disparu. Cette femme, âgée de 37 ans, est divorcée et mère de 4 enfants. Sa fille aînée, inquiète, a alerté les forces de l'ordre. Les soupçons se portent rapidement sur son ex-conjoint, un employé d'abattoir. En 2010, Marjorie avait porté plainte contre lui pour violence et dégradation. Quelques semaines avant sa disparition, elle était retournée à la gendarmerie pour signaler une tentative de séquestration, mais les agents avaient refusé de prendre sa plainte, estimant qu'une main courante suffisait. Au vu de ces éléments, l'ex-conjoint est interpellé. Après plusieurs heures de garde à vue, les enquêteurs comprennent que Marjorie est morte. Le principal suspect leur indique alors l'endroit où il s'est débarrassé du corps, une ravine de 10 mètres de profondeur. Alors responsable de l'Institut de médecine légale de Pointe-à-Pitre, la docteure Dabadi se rend sur place pour faire les premières constatations. On s'est retrouvés au bord d'une route, en bas d'une falaise, avec intervention du GRIMP pour récupérer le corps. Le GRIMP, c'est des pompiers qui sont spécialisés en fait pour aller chercher des corps dans des endroits qui sont accidentés, on dit, entre autres. Donc on remonte le corps, comment ça se passe, il y a le procureur qui est sur place. Il y a, puisqu'en fait, quand on sait qu'il y a une mort qui est suspecte avec un corps, directement le procureur est prévenu. Là, on savait que le corps était possiblement là, donc le procureur était déjà sur place avant même que le corps ait été retrouvé. Et donc, le corps était enveloppé d'une bâche qui a été elle-même en fait ficelée. Et quand on a ouvert la bâche qui recouvrait le corps, on a vu que cette femme était égorgée de façon extrêmement profonde, puisque c'était quasiment une plaie transversale où on voyait la trachée, l'œsophage, la carotide et la veine sous-clavière. Tout était tranché de façon extrêmement nette, comme une planche d'anatomie en fait. Une fois qu'on a fait ses premières constatations dessus, donc en fait, que fait un médecin légiste quand il arrive ? Il examine le corps sur le lieu de la découverte. Donc là, c'était pas totalement le lieu de la découverte puisqu'il nous est remonté sur le bord de la route. Mais donc, on doit dire effectivement, préciser les causes du décès, préciser le nombre de coups. Et ensuite, on va faire des premiers prélèvements sur le corps. Donc, il faut savoir que on est habillé de façon avec une combinaison intégrale, on a des gants, tout ça. Les premiers prélèvements que l'on va faire, ça peut être des premiers prélèvements à visée ADN sur le corps. Et ensuite, on va envelopper les mains, par exemple, de papier Kraft pour faire des examens après plus approfondis, sans souiller le corps. Et on va tout de suite réenvelopper le corps dans des doubles housses pour pouvoir le faire transporter à l'Institut médico-légal et faire l'autopsie ensuite à l'Institut médico-légal. Alors, dans le cas présent de cette femme, on va pas découvrir plus de choses que ce qu'on avait pu voir à ce moment-là. C'est-à-dire que il y avait ce qu'on recherche, par exemple, s'il y a des violences, des traces de violences réitérées, en fait, s'il y a des lésions qui sont plus anciennes que d'autres. Dans le cas présent de cette femme, il n'y avait pas de lésions plus anciennes que d'autres qui ont été retrouvées. Par contre, on a pu préciser qu'effectivement, il y a eu plusieurs coups portés au niveau de la gorge.
On voyait aussi que pour arriver à ça, c'était pas un coup comme ça. Il y a eu vraiment des lésions d'avant en arrière, de bas en haut, en fait, qui étaient extrêmement violentes, exercées avec force, avec une victime qui effectivement avait cherché à se défendre. Hein. Il y avait des lésions de prise et de défense. Ça s'est pas fait en un seul coup, en fait. Ça a pu durer un petit moment et elle a cherché à se défendre. Au fil de leurs investigations, les enquêteurs apprennent que l'assassinat de Marjorie a eu lieu au domicile conjugal, à plusieurs kilomètres de la ravine. C'est là que se tient la reconstitution, en présence notamment du procureur, du juge d'instruction, du supposé auteur des faits et de la docteure Dabadi. Dans la cuisine, la scène est rejouée. Après une énième dispute et l'évocation d'une séparation, le principal suspect attrape la victime par derrière, alors qu'elle est assise. Il lui tire la tête en la tenant par le front ou la bouche et lui tranche la gorge avec un couteau. Avec l'aide de son père, il place le corps sans vie dans le coffre de sa voiture, puis le jette dans la ravine. Outre le fait que il y a eu toute cette violence, on peut imaginer ce qu'a pu ressentir les dernières secondes de la victime. Il y a aussi cette volonté en fait qu'on ne retrouve pas le corps en fait. Et donc on voit qu'on va aller jusqu'au bout, la volonté de tuer, de faire disparaître. Là, on peut pas dire que voilà, elle y est pas quoi. Et surtout, ça contraste avec le fait que quelques mois auparavant, cette femme avait déposé plainte. J'ai déposé plainte, mais au final, c'était une main courante. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, on ne l'a pas entendue, on ne l'a pas écoutée, et on en vient à cette situation. Et ça fait partie des choses pour lesquelles je veux me battre en fait, me dire que la parole de la femme doit être entendue, mais pas, on ne doit pas écouter que le fait pour lequel elle vient en fait, c'est-à-dire qu'on doit être capable de la prendre en charge dans sa globalité, on doit être capable de l'interroger, et je me poserai toujours la question, c'est si cette femme avait été écoutée, si quand elle a voulu déposer plainte, on l'avait peut-être interrogée différemment de ce qui a été fait, est-ce qu'elle ne serait pas encore en vie? Voilà. Et vraiment, les lésions étaient extrêmement profondes. Voilà, je ne veux pas imaginer qu'avant il ne s'était pas passé autre chose, je ne veux pas imaginer qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose. Et ça fait partie des cas qui effectivement ont énormément marqué ma carrière. Si j'aborde ce sujet-là, c'est effectivement parce que on peut regarder l'actualité tous les jours. On a beau dire qu'on forme mieux les gens, on a beau dire qu'on met en place des procédures maintenant que chaque professionnel de santé et pas professionnel de santé peut signaler quand il pense qu'une femme est en danger. Moi, je suis choquée par les chiffres depuis le début de l'année. Je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les jours quasiment, on a des affaires. Et si les chiffres ne cessent de croître, c'est qu'on n'est pas bon. Et je pense qu'il faut réellement qu'on se remette en question, qu'on travaille sur la question et qu'on se dise mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Nous, on avait mis en place une procédure pour repérer les violences. À peu près à l'époque de ce cas-là, elle était en train de se développer. Bien avant donc la procédure de signalement qui est sortie en 2020-2021 en métropole, où justement on avait des critères de gravité et à partir de 3 en fait, on faisait un signalement au procureur. Dans notre grille, on avait notamment la présence d'une arme au domicile, on avait la consommation éventuelle de drogue et on avait une réitération des faits de violence. Mais en fait, donc, on voulait signaler à partir d'un certain nombre d'items. Mais après, une femme qui venait nous voir et qui nous disait « il m'a pointé une arme sur la tempe », ça suffisait pour signaler aussi. En fait, ça dépendait de la gravité. C'est-à-dire qu'on était obligé de mettre un petit peu un curseur, mais on pouvait l'augmenter comme on voulait en fait. Cette procédure nous avait permis quand même de passer de 17% à 0% d'homicides conjugaux, donc on était assez contents. Cette procédure, elle débouchait sur le fait qu'une femme qui nous était adressée, elle avait un examen médico-légal et en plus du certificat classique sur réquisition, on faisait une procédure de signalement directement au procureur qui était envoyée par fax et par mail et le procureur l'avait en temps réel sur son bureau.
Ce qui faisait que ce dossier-là, il n'allait pas attendre 3-4 jours pour être traité. Il allait être traité tout de suite. Donc on allait chercher, par exemple, tout de suite le conjoint violent, il était tout de suite interrogé. S'il y avait une arme au domicile, il y avait tout de suite des perquisitions qui étaient faites. Voilà. Et nous, de notre côté, ce qu'on faisait aussi, c'est que si on pensait que cette femme était en danger, on ne la laissait pas rentrer chez elle. Alors, je ne dis pas que les femmes qui sont victimes de violences conjugales ne doivent pas rentrer chez elles, si elles doivent pouvoir réintégrer leur domicile. Cependant, je pense qu'il y a une phase où il n'y a pas le choix, où il faut pouvoir les sortir du lieu des violences et donc il faut pouvoir avoir tout de suite un endroit où les héberger. Alors, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, mais il n'y a pas assez de place, il faut savoir, pour héberger les femmes victimes de violences conjugales. Nous, on avait réussi à avoir des places avec des hôtels. Alors, on n'avait pas réussi tout seul, je travaillais avec une association d'aide aux victimes, l'association Godave. Et cette association nous permettait effectivement d'avoir des places rapidement, au moins des nuits d'hôtel, pour permettre de les héberger le temps de l'enquête. Quand j'ai trouvé ce corps dans la ravine, c'était le tout début de la procédure. Et nous, cette personne, on ne l'avait pas vue, en tout cas dans notre structure. C'était Le Rapport du légiste, un podcast de Justine Morel, produit par Egora, le site d'information des médecins et étudiants en médecine, à retrouver sur egora.fr et toutes vos plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à le partager autour de vous.